tous. C'est pas possible, c'est quoi ça c'est... Ah, voilà. Bonjour à tous. Bienvenue ce soir à cette Alliance Éco numéro 69 que je me réjouis de pouvoir animer avec vous. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Eh bien, d'un sujet qui généralement est omis partout dans à peu près toutes les émissions économiques, émissions politiques, émissions géographiques, n'importe quoi. On n'en parle pas ou très 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 peu et pourtant c'est quelque chose de hyper important dans notre vie et je vais l'expliquer tout de suite. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, du marché des obligations. Qu'est-ce que c'est que le marché des obligations? Eh bien, c'est le marché le plus ennuyeux de la Terre parce que c'est un marché, il n'y a pas beaucoup à comprendre au niveau de ce que c'est qu'une obligation. Et pourtant, ce marché gère toute notre vie financière, directement ou indirectement. Et évidemment, méconnaître ce marché, c'est véritablement s'exposer à des coûts assez impressionnants, en tout cas au niveau de l'État, au niveau de la nation, même voire au niveau de l'individu et d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que vous voyez devant vous, là, ce graphique que vous avez devant vous? Eh bien, c'est le graphique de les taux d'intérêt que l'État français a payé depuis 2014 jusqu'en 2026. Et vous voyez la courbe bleue là, pardon, la courbe ici qui bouge comme ça, eh bien, c'est quoi? C'est des taux d'intérêt de plus en plus bas. Et puis, à partir de 2020-2021, ça monte de façon catastrophique. Merci, Monsieur Macron. Bon, et on va voir tout de suite quel est l'impact de ce genre de choses sur notre vie. Voilà. Mais avant de commencer cela, je vais quand même faire un petit check au niveau du son pour vérifier si tout marche bien. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me donner un commentaire sur le son? Ça va, c'est bon? OK, c'est parfait. Merci, impeccable. Voilà, donc je vais revenir à mes bannières parce que c'est quand même important. Et je vais masquer cette bannière-ci. Donc, le titre de ce soir, c'est La crise obligataire mondiale et comment s'en sortir. Voilà. Donc, le cadre est très vite tracé. Ma chérie, je suis désolé, mais le bruit de la chose, c'est épouvantable. Bon. Alors, partons tout de suite à la recherche de ce que c'est qu'une obligation. Donc, d'abord, une définition de ce que c'est qu'une obligation. Une obligation, c'est un papier qui dit « je m'oblige », donc c'est obligation. Fondamentalement, une obligation, c'est une dette. C'est une dette qui peut être souscrite par toutes sortes d'entités. On va voir ça tout de suite. Mais c'est une dette qui a une durée bien spécifique. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour des obligations d'État. C'est ce qu'on appelle les maturités. Une maturité, c'est quelle est la longueur au bout de laquelle, la durée au bout de laquelle la dette va être remboursée. Donc prenons un exemple, prenons une obligation d'État à 10 ans, d'accord? Et cette obligation dit, en réalité, bon, évidemment, c'est imagé ce que je dis, mais il dit, moi, l'État français, l'État belge, l'État suisse, l'État américain, l'État anglais, peu importe, je reconnais avoir reçu de monsieur ou madame une telle la somme de 1 000 euros, par exemple, que je vais rembourser dans 10 ans. Et entre-temps, je vais payer chaque année des intérêts de X%, ici dans mon exemple 3%, soit 30 euros pendant 10 ans. Donc, si vous voyez le graphique devant vous, vous êtes délesté, enfin, vous délestez de 1 000 euros pour acheter ce qu'on appelle une obligation d'État à 1 000 euros, et vous savez qu'à l'échéance de chaque année, vous allez toucher 30 euros au bout de l'an 1, 30 euros au bout de l'an 2, 30 euros de l'an 3, et ainsi de suite pendant 10 ans, ce qui veut dire qu'au bout de la 10e année, vous allez récupérer vos 1 000 euros, donc ici il y a marqué plus 1 000 euros, plus les 30 euros, donc au total, sur les 10 ans, vous aurez récupéré 1 300 euros. Il n'y a rien à dire de plus, une obligation, c'est bêtement ça, c'est une dette
étalé sur une certaine durée qui assure un intérêt fixe ou parfois un intérêt variable, parfois un intérêt progressif, parfois un intérêt dégressif. Il y a toutes sortes de variations. Ce que je vous donne ici, c'est le principe. Une dette, c'est-à-dire quelqu'un donne de l'argent contre un papier, sait qu'au bout de X années, ce papier lui sera remboursé pour la même somme, et entre-temps, il va toucher des intérêts plus ou moins progressifs, fixes ou dégressifs. Bon. Qui sont les plus gros détenteurs d'obligations au monde? Eh bien, ce sont les sociétés d'assurance vie et les fonds de pension, et je vais expliquer pourquoi ces deux types de sociétés sont vraiment les plus grands consommateurs d'obligations. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Donc, j'espère que ceci, c'est assez compréhensible, c'est pas très compliqué à comprendre. Alors, autre chose, il y a des personnes qui me demandent, oui, mais c'est donc une action. Non, c'est pas une action. Donc, je vais aussi bien faire la distinction entre une obligation et une action. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action? Les actions que, quand on parle du CAC 40, par exemple, eh bien, le CAC 40 traite essentiellement des actions. Les actions, c'est quoi? Ben, c'est des titres de propriété. Ça veut dire que si vous achetez une action à la Bourse de Paris ou à la Bourse de Bruxelles, chez Euronext, eh bien, vous recevez un certificat comme quoi vous êtes copropriétaire d'une partie de l'entreprise. Donc, vous êtes propriétaire d'une petite partie de l'entreprise, littéralement propriétaire. Ça veut dire que vous gérez, vous vivez, vous supportez le risque d'évolution de cette entreprise qui peut faire de très bonnes affaires ou de très mauvaises affaires ou de moyennes affaires. Et en fonction de ça, ben, la valeur de votre action va monter plus ou moins fortement. Et donc ça, c'est une obligation. Alors qu'une obligation, une action, pardon. Alors qu'une obligation, c'est une créance que vous avez sur une entreprise ou sur une institution ou sur l'État. Donc c'est un titre d'emprunt, d'accord? Et c'est donc une dette contractée sur une durée donnée en échange d'un intérêt qu'on appelle la rémunération, l'intérêt de cette dette. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas propriétaire, vous avez une créance. Tandis que tant que vous êtes actionnaire, vous avez la propriété ou une copropriété. En fonction de cette propriété, l'actionnaire peut donc quoi? Eh bien, il peut percevoir une part des bénéfices annuels, ce qu'on appelle les dividendes. La dividende, c'est la part des bénéfices qui est distribuée par l'entreprise, pour autant qu'il y ait des bénéfices, bien évidemment. Vous avez le droit de voter lors des assemblées générales, puisque chaque année, une entreprise doit organiser ce qu'on appelle une assemblée générale des actionnaires, et lors de cette assemblée, elle doit montrer ses comptes, donc elle doit déposer ses comptes et montrer comment l'entreprise a évolué au cours de l'année. Ces comptes doivent être approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires. Et ensuite, il y a les nominations ou les renominations, c'est-à-dire que les actionnaires disent, eh bien, monsieur le directeur général, vous avez bien géré votre truc, on vous garde comme directeur général, ou vous avez mal géré votre truc, on vous vire et on prend un autre directeur général. Voilà. Donc, ça, c'est le droit des actionnaires. Un actionnaire peut aussi être élu administrateur de l'entreprise. Il doit nécessairement être actionnaire pour être administrateur. Qu'est-ce que c'est qu'un administrateur? Ben, l'administrateur, c'est l'organe de la société qui n'est pas impliqué dans la gestion quotidienne de l'entreprise, mais qui définit les grandes lignes de la politique de l'entreprise, qui définit et qui, en général, nomme le directeur général en son sein, et qui, donc, est, si vous voulez, le garant des valeurs et des grandes lignes directrices de l'entreprise. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'obligataire, puisque le créancier, celui qui est, comment dirais-je, qui a acheté une obligation, la seule chose qu'il peut faire, c'est fermer sa... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, et il va recevoir un revenu fixe et régulier, tel que décrit dans le contrat. Il est prioritaire sur l'actionnaire au cas où l'entreprise ferait faillite, c'est-à-dire que s'il y a une faillite consacrée, eh ben, le solde, et quand on va dépecer l'entreprise, cet argent-là doit aller d'abord rémunérer le créancier et non pas l'actionnaire. Il doit nécessairement récupérer son capital, sauf évidemment en cas de faillite, mais il n'a absolument aucun contrôle sur cette entreprise, alors que l'actionnaire a un contrôle
sur la gestion de l'entreprise de par le fait qu'il peut approuver ou non approuver les comptes de l'entreprise et nommer le directeur général. Donc, il a une forme de contrôle ultime sur l'entreprise. Évidemment, quand vous achetez une action, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vérifier, est-ce que cette entreprise est solide? Est-ce qu'elle donne des résultats financiers importants? Et est-ce que j'ai des chances de toucher donc un dividende à la fin de chaque année? C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise est capable de faire du bénéfice? Tandis que quand vous êtes obligataire, il est évident que ce que vous recherchez d'abord, c'est la sécurité. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la solvabilité de l'emprunteur. Et évidemment, quel est l'intérêt que vous allez recevoir, c'est-à-dire la rémunération offerte par rapport au profil de risque de l'entreprise. C'est une entreprise qui a beaucoup de risques. On pense que c'est très risqué d'investir dans cette entreprise, mais évidemment, le taux d'intérêt de l'obligation sera beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt d'une entreprise sans risque. Et qu'est-ce qui est sans risque ou réputé sans risque? Eh bien, c'est les États. Pourquoi? Parce qu'un État ne peut pas faire faillite. Un État ne disparaît pas. Il peut faire, comment est-ce qu'on appelle ça? Il peut faire défaut sur sa dette, mais il ne peut pas faire faillite. On ne va pas déclarer la France en faillite et comme une entreprise, quand une entreprise est en faillite, elle disparaît. La France ne disparaîtra pas, les États-Unis ne disparaîtront pas, la Belgique non plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, donc, vous comprenez que le risque de disparition de l'entreprise étant extrêmement faible dans un pays, voire inexistant, c'est pour ça qu'on dit toujours les obligations d'État, c'est l'investissement le plus sûr du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque un État émet des obligations, généralement le taux d'intérêt qu'elle offre et qu'elle reçoit sera inférieur au taux d'intérêt d'une entreprise, même la meilleure du monde, qui payera sans doute un intérêt un peu plus important que ce que payera un État, uniquement lié au profil de risque. Donc, vous comprenez, l'action, c'est, vous êtes actionnaire, vous pouvez participer quelque peu à la vie de l'entreprise. Obligataire, vous êtes juste quelqu'un qui avait donné de l'argent, vous êtes devenu un créancier et vous attendez tranquillement de recevoir de l'argent, mais vous n'avez strictement rien à dire quant à la vie et à la gestion de l'entreprise ou de l'institution qui a émis l'obligation. Alors, qui sont donc les émetteurs d'obligations? Il n'y en a que deux types, c'est les entreprises et les États, dont on estime que la totalité des obligations émises par les États, ça représente à peu près deux fois et demi la totalité des obligations émises par les entreprises. Alors, quelles sont les entreprises qui émettent des obligations? Généralement, de très grandes entreprises, Ford General Motors, BNP Paribas, Crédit Agricole, etc., qui prennent des emprunts de plusieurs centaines de millions pour financer des choses. Et elles le font, évidemment, en ayant un plan bien défini et sachant que grâce à ça, ça leur permettra de jouir d'un effet de levier. J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un effet de levier. C'est-à-dire que si elle paye 3% d'intérêt, mais l'argent qu'elle reçoit génère un profit de 5 ou de 6%, eh bien, elle aura réalisé 3% de profit, 6 moins 3, 3% de profit, avec de l'argent qu'elle n'avait déjà pas au départ, qui est l'argent des autres. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier positif. Bon. Dans le temps, jusque, je dirais, les années 80-85, eh bien, les obligations et les actions étaient représentées par des papiers, comme vous les voyez ici sur cet écran, et à ces papiers étaient attachés des petits bouts de papier que vous voyez ici et qu'on appelle des coupons. Et c'est pour ça qu'on dit encore dans le jargon, eh bien, au lieu de je vais toucher mon dividende, je vais toucher mon coupon. Pourquoi? Parce qu'on découpait le coupon au ciseau. Hein, vous voyez ici un coupon. Et ce coupon-là, on l'amenait à la banque et on disait, voilà, ce coupon-là me donne droit à avoir 30 euros, dans mon exemple, 30 euros de bénéfice, donnez-moi mes 30 euros, et contre ce coupon, je reçois 30 euros. Et donc, vous avez ici des obligations anciennes, évidemment, j'en ai choisi quelques-unes. Hein, la Société anonyme du Vélodrome de Parc des Princes, la Société générale de l'industrie des chapeaux, voilà, et évidemment les bons du Trésor. Et les bons du Trésor, c'est quoi? Eh bien, ce sont des obligations d'État. Évidemment, tous ces papiers n'existent plus. Aujourd'hui, tout cela est électronique.
Maintenant, venons, j'ai juste fait une description de ce que c'est que l'obligation et comment ça se présente. Maintenant, examinons l'importance du marché. Eh bien, sachez que les États-Unis ont une dette estimée à 40 700 milliards de dollars, donc 40,7 trillions de dollars, ce qui représente à eux tout seuls à peu près 25%, voire oui, 25% de la dette mondiale, puisque si on cumule la dette de tout le monde en obligations d'État, hein, je ne parle pas des obligations d'entreprise, eh bien, le total mondial de toutes les dettes cumulées se chiffre à environ 150 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 150 000 milliards, et la France, dans ces 150 000 milliards, représente 4 260 milliards de dettes directes et indirectes de l'État, d'accord, et que de ces 150 000 milliards. Donc, ça veut dire que le monde entier vit à crédit, vit bien au-delà de son, à un niveau de vie bien au-delà de ce qu'il rapporte réellement, puisque je rappelle quand même, c'est important, que quand vous prenez un crédit, par exemple, vous achetez une maison avec un prêt immobilier, eh bien, ça veut dire que vous allez acquérir quelque chose qu'avec ce que vous avez produit comme valeur ajoutée, vous n'auriez jamais pu acheter. Au fait, ce que vous faites, c'est que vous empruntez de l'argent sur la valeur ajoutée que vous allez produire dans le futur. Ça, c'est une dette. Je achète aujourd'hui quelque chose dont je vais produire la valeur ajoutée qui me permet de payer cette chose dans le futur. Je ne l'ai pas encore déjà produit, cette valeur ajoutée. Et donc, par conséquent, c'est ce qu'on appelle vivre au-dessus de ses moyens. Voilà. Eh bien, la Terre entière vit pour 150 000 milliards au-dessus de ses moyens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce sont nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui vont devoir payer la note parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. Comprenez ça, hein, c'est très, 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 très important ceci, parce qu'une dette, c'est pas anodin. On se dit, bon, je vais prendre un emprunt pour ma maison, on n'y réfléchit pas plus parce que ce qui nous importe, c'est notre maison. Mais si on réfléchit sainement, on devrait se dire, est-ce que j'ai déjà produit l'argent qui me permet d'acheter la maison? Non. Donc, j'achète la maison maintenant, mais je l'achète avec de l'argent que je vais devoir rembourser. Et cet argent que je vais devoir rembourser, ça viendra de quoi? Eh bien, de la valeur ajoutée future que je suis en train de produire. Enfin, que je vais produire. Donc, voilà, ça c'est... alors, vous voyez qu'il y a trois pays qui ont des dettes absolument gigantesques. Oui, la Chine aussi, très curieusement, a 22 000 milliards de dollars, et le Japon, 8 950 milliards de dollars. Tout ça exprimé en dollars, évidemment. Donc, le marché obligataire est 10, 15 fois plus gros que tous les marchés boursiers du monde ensemble. Sachez-le, c'est le marché le plus colossal du monde. 150 000 milliards de dettes. On n'en parle jamais, mais voilà quelque chose d'important quand même. Alors, comment se vendent des obligations? Eh bien, je prends le cas de l'État belge ou de l'État français, d'accord? Eh bien, la vente d'obligations d'État en France, c'est par l'agence France Trésor qui dépend du ministère des Finances. En Belgique, par l'AFD, l'agence fédérale de la dette, qui dépend du ministère des Finances. Et ces dettes sont vendues principalement par enchère, littéralement par enchère, par adjudication. Alors, comment ça se passe sur un marché primaire? Je vais expliquer tout de suite ce que c'est que le marché primaire. Alors, ça se passe comment? L'État se rend compte qu'il a besoin d'argent et donc il va annoncer à une quinzaine de grandes banques en France, ça s'appelle les spécialistes en valeur du Trésor, SVT, d'accord? Il va annoncer, voilà, mercredi prochain, je sors une obligation d'une durée de 10 ans, par exemple. Et qu'est-ce que vous m'offrez comme taux et qu'est-ce que vous m'offrez comme prix? Bon, pourquoi le prix? Vous voyez ici en dessous, il est marqué vente aux parts, ça veut dire
j'achète l'obligation au prix nominal, puisque chaque fois qu'une dette est émise, elle est fractionnée en parties. Généralement, ces parties, c'est des parties de 1 000 euros, parfois 10 000 euros, parfois 100 000 euros, mais 1 000 euros pour le particulier. Et donc, au par, ça veut dire j'achète l'obligation et je paye 1 000 euros. Ça, j'achète au par. Si j'achète sous le par, l'obligation, elle est indiquée dessus que ça vaut 1 000 euros, mais je l'achète à 980 euros, par exemple. Donc, j'achète 20 euros moins cher. J'achète sous le par. Et quand j'achète au-dessus du par, ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux, moi, le créancier, je peux dire que je suis quelqu'un de super bien et extraordinairement digne de confiance. C'est rare qu'on achète des obligations au-dessus du par. C'est-à-dire, par exemple, j'achète l'action 1020 euros alors que la valeur nominale est de 1000 euros. Donc, l'État dit, j'ai besoin, par exemple, de 5 milliards. J'ai juste ou 1 milliard, voilà, je donne un chiffre comme ça. Eh bien, l'État dit, voilà, mercredi, je fais une adjudication, sont invités les 15 en France, c'est comme ça, à peu près 15 très grosses banques, ce qu'on appelle les banques primaires. Pourquoi les banques primaires? Parce que le marché primaire, c'est le marché de la vente par France Trésor à ces institutions-là. Ça, c'est le marché primaire. Après, quand ces obligations sont revendues plus loin, ça s'appelle le marché secondaire. C'est assez facile à comprendre. Bon. Donc, par conséquent, ces spécialistes en valeur du Trésor soumettent des offres. C'est-à-dire, elles disent à l'État français, oui, mais la gestion des finances en France, pas terrible, quoi. Hein. Donc, moi, je veux bien vous donner de l'argent, mais comme j'estime que l'État français et surtout sa gestion financière n'est pas formidable, je vais demander un intérêt plus important. Pourquoi? Parce que je constate que la France ne fait pas les efforts nécessaires pour essayer de rembourser sa dette. Elle ne fait qu'augmenter la dette. Elle dit nous allons limiter la progression de la dette. Oui, mais donc ça veut dire que la dette, elle progresse tout le temps. Donc si la dette progresse tout le temps, à un certain moment, il va y avoir un gros problème. Quand est-ce que vous allez payer et est-ce que vous serez même capable de payer les intérêts sur la dette? Donc, comme votre risque et votre profil de risque augmente, eh bien, je vais augmenter mon exigence de rendement, donc c'est-à-dire que je désire un taux plus important. Et c'est comme ça que je reviens au taux que vous avez vu lors des la toute première planche ici, pardon. Eh bien, vous voyez, dans les années 2019-2020, ben, les taux étaient très bas. Et puis, après le Covid, il y a eu une explosion de la dette parce que, soi-disant, il fallait aider, comme on avait confiné, ben, il fallait aider les indépendants. Donc, on a créé des dettes épouvantables. Et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? C'est que les créanciers ont dit, oui, mais si vous augmentez la dette, vous allez avoir des problèmes de remboursement dans le futur. Donc, on exige des intérêts de plus en plus élevés. Et vous voyez qu'entre 2022 et 2023, eh bien, les intérêts sont passés de pratiquement 0% à 3%. C'est gigantesque, on va faire tout de suite les calculs parce que les sommes sont tellement gigantesques, 3%, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent en intérêts à payer. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les banques font des offres et elles disent, voilà, je suis d'accord d'acheter des obligations chez vous à condition que vous, l'État français, vous me payez. Aujourd'hui, on est à 4,57, 4,70%. Voilà. Et une fois que toutes ces offres sont remplies, pardon, elles sont données à France Trésor, France Trésor se retire, ils examinent toutes les offres pendant un jour, et puis ils disent à telle banque, ben, vous avez offert tant, on vous donne que autant de pourcents de la totalité de la somme dont on a besoin. Donc, vous pouvez acheter, par exemple, sur 15 milliards, vous pouvez acheter 1 milliard. Vous avez offert un peu plus, ben, on va vous donner 5 milliards, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il y a véritablement une allocation de la dette au SVT par l'agence France Trésor. Et puis, une fois que cette allocation est faite, elle est publiée
Donc, et bien évidemment, le lendemain, les banques doivent arriver avec le money, avec le cash, et donner l'argent à l'État français, donc à France Trésor. Tout ça, ça prend entre le moment de l'annonce et le moment du règlement à peu près 4 jours. Donc ça va très très vite. Et dans la même journée, il peut y avoir plusieurs adjudications à des taux très différents. Et donc c'est pour ça qu'il est important que l'État annonce, évidemment, il doit annoncer et donner un calendrier pour que les banques puissent se préparer et dire, ben voilà, si c'est une annonce d'une obligation à 2 ans, il aura un taux évidemment inférieur à une obligation de 10 ans ou une obligation de 30 ans, parce que c'est clair que si vous donnez de l'argent pendant 30 ans, il est bloqué pendant 30 ans, donc votre risque de défaut est beaucoup plus important sur 30 ans que sur 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Donc tout ça, c'est du métier de professionnels qui font ça entre eux, voilà. Mais c'est fondamentalement comme ça que ça se passe. Donc, c'est vraiment de la vente à l'encan. Coucou, j'ai besoin de 15 milliards, combien est-ce que vous me donnez est-ce que vous pouvez me donner 15 milliards et combien est-ce que vous demandez en intérêt pour que je puisse obtenir mes 15 milliards sur une durée de temps. Voilà. Donc, c'est comme ça que se passent les ventes des obligations et c'est partout dans le monde à peu près le même système. Alors, que font les sociétés de valeurs du Trésor, donc les spécialistes de valeurs du Trésor? Ici, je vous ai refait le petit schéma. Donc, vous avez Agence France Trésor qui est ici au départ et qui réclame des sous, qui vend des obligations en primaire, donc en premier, au SVT, lequel SVT revend évidemment ces obligations à qui? Principalement à des sociétés d'assurance, à des banques, à des fonds de pension et à des fonds d'investissement. Bon, il y a encore, évidemment, encore un certain nombre de gens à qui on peut vendre, parce que les banques revendent encore derrière, etc. Donc, il y a tout un marché là derrière, mais c'est un marché de professionnels dont le particulier ne connaît absolument rien et s'en fout éperdument, parce que c'est totalement en dehors de ses intérêts, que je peux comprendre. Hein. C'est pas du tout un reproche, parce que voilà, on s'intéresse à ce dont on parle et pas à ce dont on ne parle pas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, la société d'assurance qui achète ses obligations va faire quoi de ces obligations? Elle va les mettre dans un produit. Par exemple, je vends une assurance vie dont l'investissement des primes, monsieur et madame, vous achetez une assurance, eh bien, cette prime va être pour 30% dans des obligations françaises, pour 10% ou 40% dans l'immobilier, dans encore 10% de cash, dans des titres américains et des choses comme ça. Donc, les sociétés d'assurance vont constituer des portefeuilles, comme les sociétés des fonds d'investissement, comme les fonds de pension, etc., vont constituer des portefeuilles qui vont évidemment revendre à monsieur et madame tout le monde et aux entreprises. Et donc, de cette façon-là, sans que vous vous en rendiez compte, toutes ces obligations se retrouvent dans presque tous vos placements. C'est important de comprendre ça. Et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est important, parce que le prix des obligations n'est pas fixe, comme on le dit. Oui, le prix nominal de 1 000 € est fixe, mais entre-temps, cette obligation peut avoir une valeur de marché qui est plus élevée que X ou moins élevée que X, donc que 1000. Voilà. Et là, ça commence à jouer très, très certainement sur votre rentabilité à vous. Je vais vous donner quelques exemples de catastrophes énormes obligataires qui se sont passées dans les 20 dernières années. Voilà. Et donc, il faut comprendre que le marché secondaire, c'est quoi? C'est donc le marché de la revente de ces obligations et qui sont généralement rarement cités. On ne vous dit pas on vous vend des obligations d'État français. Non, on vous vend un portefeuille dans lequel se trouvent des obligations françaises à un pourcentage plus ou moins élevé. Mais il faut savoir que les sociétés d'assurance sont de très très grands consommateurs d'obligations. Pourquoi? Eh bien, je vais l'expliquer parce que la maturité de ces obligations correspond généralement à la longueur, à la durée pour une certaine population assurée, aussi bien dans les fonds de pension que dans les assurances,
Par exemple, si la société d'assurance ou le fonds de pension dit, ben voilà, sur telle catégorie de personnes ou de telle catégorie de travailleurs ou tel type de travailleur qui a tel type de contrat de retraite avec sa entreprise, eh bien, il y a 60 000 employés qui vont avoir leur retraite dans 5 ans, eh bien, je vais acheter des obligations à 5 ans et ces obligations, j'espère qu'elles vont me donner des bons rendements. Donc, je vais acheter des obligations avec le taux d'intérêt le plus élevé possible. Pourquoi ? Parce que ça me permettra d'avoir le capital nécessaire au moment où ces gens vont arriver à la retraite et vont commencer à toucher leur retraite. Et donc, il y a des équivalences de maturité entre la durée des obligations et la durée au bout de laquelle la société d'assurance ou fonds de pension a besoin de payer les retraites ou de payer les assurances. Et c'est pour ça que les deux plus gros consommateurs d'obligations, c'est vraiment les sociétés d'assurance et les fonds de pension. Voilà. Donc, je répète, marché primaire, c'est le marché de la vente par Agence France Trésor au SVT et aux banques. Et puis derrière, c'est le marché secondaire, c'est la revente de ces obligations. Et évidemment, ce que l'objectif qu'ont les gens qui travaillent dans le marché primaire, c'est évidemment de se dire, moi, je vais essayer d'avoir le plus d'intérêt possible. Donc, c'est la perception des coupons, hein, on appelle ça des coupons, je vais vous expliquer pourquoi. Et dans le marché secondaire, évidemment, il y a deux choses qui jouent, c'est l'intérêt nominal de l'obligation, mais aussi le prix de cette obligation sur le marché. Et donc, j'espère que le prix sera le plus élevé possible quand je vais la revendre. Par exemple, si j'achète une obligation sur le marché à 950 € et que dans 4 ans, cette même obligation que j'ai maintenant, dont je suis propriétaire, me rapporte 1 000 €, eh bien, ça veut dire que j'ai gagné, sur 4 ans, j'ai gagné une différence de 50 €. C'est donc un pourcentage, 5% de ces 1 000 €. Et donc, ça veut dire que je vais jouer sur le prix de l'obligation pour me permettre d'avoir un rendement quelconque. Et ça, c'est un marché très, très spécifique qui est généralement, vu les sommes engagées, des marchés colossaux et dont le particulier n'a strictement aucune idée. Mais donc, il faut comprendre que c'est un marché colossal, le marché le plus important du monde, mais dont on a très peu d'informations. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que en fonction de l'offre et de la demande, c'est littéralement ça. C'est combien de gens offrent et combien de demandes y a-t-il. Je vais maintenant parler exclusivement d'obligations d'État, si vous le permettez. L'État a toujours besoin d'argent, ils ont toujours besoin de plus en plus d'argent, parce que les politiques font des promesses, ils essayent de les tenir, et puis de toute façon, ils vont essayer de faire des dépenses somptuaires. Tant pis pour les conséquences, puisque de toute façon, moi, je suis élu pour 4 ans, donc si je fais un trou dans la caisse, je m'en fous, c'est mon successeur qui va devoir gérer le trou, c'est pas moi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps, en particulier dans notre démocratie. Et donc ce qu'on constate, c'est que les dettes n'ont fait qu'augmenter, augmenter. Bon. Et donc, voici la courbe des taux, de nouveau, des obligations à 10 ans de la France. Vous voyez qu'en 2000, on était à peu près à 5,5%, ce qui était énorme, mais il y avait beaucoup d'inflation à ce moment-là. Et puis, ça a baissé, jusqu'à l'an 2019-2018, où on est pratiquement passé en dessous de zéro. C'est les fameux Mario Draghi, peu importe, c'est ça, il avait dit quoi de nouveau c'était quelque chose comme je m'en fous, mais je vais sauver l'euro. Et donc, par conséquent, il a mis le taux à zéro. Et le taux à zéro, c'est une ineptie monumentale parce que ça empêche les entreprises, donc les sociétés d'assurance et les fonds de pension, d'avoir des revenus. Parce que quand j'achète une obligation qui me donne 0% d'intérêt, ben, j'ai 0% de revenus aussi sur ces obligations. Bon. Et puis, ça a monté en flèche à partir de 2021. Merci de nouveau, monsieur, comment est-ce qu'il dit, Macron, que Antoine appelle Norcam, d'accord? Merci Norcam.
Et on est reparti, comme en 40, flèche au fusil, euh, pour, pour pouvoir financer les gabegies de l'État. Voilà. Mais comme ces taux varient tout le temps, même, je vous dis, la même journée, on peut avoir pour le même type d'obligation des adjudications à des taux différents. Ça a un énorme impact. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces taux force les banques nationales à adapter elles-mêmes leurs taux directeurs. Je m'explique. Si vous avez un État qui dépense beaucoup plus que ce qu'il pourrait dépenser en fonction de ses revenus, ce qui est le cas de l'État français, de l'État belge, de l'État allemand aujourd'hui, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'obérer le futur. Et donc, par conséquent, les créanciers disent, moi, je veux bien vous donner de l'argent, mais je m'inquiète quand même de ce que je vais recevoir dans ce futur. Donc, c'est pour ça que si j'estime que vous êtes un État risqué, je vais demander un taux d'intérêt assez important. J'ai oublié de mentionner dans mes explications précédentes qu'en France, par exemple, quand il y a une adjudication d'Agence France Trésor, la moitié de ces dettes part à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'il y a des acheteurs étrangers qui achètent de la dette française. D'ailleurs, je vais raconter quelque chose à ce sujet-là tout de suite. Bon, on achète de la dette française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les gens demandent des taux élevés, plus en réalité ce taux dit à l'État français, on se méfie de vous. Parce que vous dépensez trop, vous créez de l'inflation, il y a trop d'argent qui circule par rapport à la valeur ajoutée que vous produisez, donc les prix se mettent à flamber, donc il y a de l'inflation, donc eh bien, j'ai besoin non seulement d'avoir un rendement réel sur l'argent que je vais vous donner, mais je dois aussi compenser l'inflation. Donc, si vous avez une inflation à 3% et que moi, je veux un taux de rendement réel, je suis obligé de vous demander du 5%. 3 plus 2 égale 5. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est que la Banque nationale qui dit, oui, mais je vois l'inflation qui augmente, je vois les prix qui augmentent, je vais essayer de faire baisser les prix, donc je vais augmenter les taux directeurs de crédit que j'octroie aux banques, aux assurances et autres sociétés. Donc, vous comprenez que les taux d'intérêt demandés par les créanciers aux États ont un impact direct sur le taux d'intérêt que demande la Banque nationale pour les crédits et les financements. Et ça, il y a très peu de gens qui s'en rendent compte parce qu'aujourd'hui, on vous dit, oui, ben voilà, l'État a sorti un emprunt à du 3,8% ou du 4,2%. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Bon, c'est 4,2%. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que ça a un impact direct sur votre crédit immobilier, c'est un impact direct sur le financement de votre bagnole, c'est un impact direct sur le financement des études de vos enfants, c'est un impact direct sur, etc., etc. Donc, ça a un impact direct sur vous. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut surveiller la façon dont l'État gère ses sous, parce que, en conséquence de la gabegie, eh bien, nous, on doit payer plus cher. Non seulement je dois payer plus d'impôts, mais en plus, on doit payer plus cher les emprunts qu'on prend. Donc, ça commence à suffire, quoi. Hein. Voilà. Et donc, je reprends la logique des conséquences, donc les causes à effet. Vous avez ici le taux d'intérêt des obligations, donc Agence France Trésor, qui impacte directement les considérations de la Banque centrale qui se demande est-ce que je dois augmenter ou est-ce que je dois diminuer le taux directeur. Et cette augmentation ou cette diminution va instantanément impacter le taux des crédits hypothécaires, va instantanément impacter le taux des crédits aux entreprises, va instantanément impacter toutes les formes de financement en particulier, que ça aille de la voiture, le prêt personnel, peu importe, tout cela, le prêt de carte de crédit, tout ça, ça a une influence directe. Donc, vous comprenez bien que c'est pas anodin de voir fixer les taux d'obligation des États. Bien.
99,99% de la population n'a absolument pas conscience de l'impact des taux obligataires sur sa vie financière. Je vous montre maintenant quel est l'impact de cela. J'espère que je suis clair. Et donc, je peux de nouveau me poser la question, OK, mais quelle est la valeur d'une obligation de 1 000 € donnant des intérêts de 3% si les prochaines obligations sont émises à du 2% ou à du 4% ou à du 5% ou à du 0%. Donc, s'il y a une variation des taux des obligations qui vont suivre celle qui est de mon exemple là, est-ce que ça va impacter le prix de l'obligation que j'ai achetée à 1 000 € et qui me garantit du 3%? Eh bien, la réponse est bien évidemment oui. Parce qu'il y a une relation complètement inversée entre le prix et le taux. Si j'achète une obligation, regardez ici, j'espère que vous voyez ma flèche qui tourne à la droite de votre écran. Si j'achète une obligation de 100 € qui me rapporte nominalement du 4%, si la prochaine obligation qui sort rapporte du 5%, quelle est la valeur de mon action, ici, de mon obligation de 100 €? Vous allez me dire, c'est toujours 100 €. Ah ben non. Pourquoi? Parce que vous vous dites, je me suis fait avoir. J'ai acheté une obligation qui me rapporte du 4%, et ce salopard d'État, il me sort une obligation une demi-heure après qui rapporte du 5%. J'ai été blousé. Donc, moi, je veux aussi du 5%. L'ennui, c'est que vous êtes coincé avec votre obligation à 100 € à du 3%, parce qu'une fois que vous avez payé votre papier, c'est comme ça, c'est définitif. Donc, si vous voulez revendre cette obligation et toujours avoir 100 €, vous n'allez jamais la revendre. Pourquoi? Parce que les prochains qui disent « Mais pourquoi vous voulez que j'achète une obligation de 100 € nominale qui me rapporte du 4%, alors qu'il suffit que j'aille à la Banque de France pour acheter la même obligation à 100 €, mais qui m'en rapporte 4 ou 5 ?» Donc, c'est là qu'il y a des calculs actuaires qui sont faits et qui disent la valeur d'une obligation à 4% devient de 100 €. Cette valeur descend à 92,28 € si les prochaines actions offrent du 5% et non pas du 4%. Si évidemment toutes les obligations sont à 4%, je garde 100 €. Mais par contre, si l'État dit « Ah ben non, j'ai trouvé beaucoup de créanciers qui sont prêts à me financer à du 3% et la prochaine obligation qui sort, elle sort à du 3%, vous vous dites « C'est génial, parce que maintenant je vais pouvoir vendre mon obligation qui vaut 100 € nominalement et qui rapporte du 4%, c'est-à-dire 1% de plus, pendant 10 ans. » D'accord? Donc ça fait 100 €. Combien est-ce que je vais pouvoir la vendre? Le marché va vous dire votre obligation, elle vaut 109,15 €. Et donc vous comprenez que lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix des anciennes obligations baisse. Lorsque le taux d'intérêt baisse, le prix des anciennes obligations monte dans le marché secondaire, c'est-à-dire le marché où l'on négocie la vente et l'achat de ces obligations, même si celles-ci ont une valeur nominale de 1000 et un taux nominal de X, 3% ou 4% dans cet exemple-ci. Vous comprenez? C'est ça, c'est très, très, très important. Et vous allez tout de suite comprendre quelle est l'importance sur la dette publique et l'importance sur notre portefeuille de cela. Regardez bien. Vous avez une obligation à 10 000 € qui offre un coupon. Donc, il dit, voilà, je vends une obligation et qui vous donne un coupon de 500 €. Donc, 500 par rapport à 10 000, c'est 5%. Donc, ça vous donne un rendement de 5%. Si le prix de l'obligation, si le prix des obligations, le taux, des obligations futures passe à 5,56%, combien vaut mon action de 10 000 sur le marché? Elle ne vaut plus que 9 500. Pourquoi? Parce que 500 par rapport à 9 500,
ça donne un rendement de 5,56. Parce que le coupon, lui, il reste toujours le même. C'est toujours 500 € dans cet exemple-ci. Donc, vous comprenez que dans tout ce marché, il y a un marché obligataire gigantesque qui se négocie généralement entre très grosses sociétés. Et tous les jours, c'est des milliards de dollars qui changent de main en fonction des obligations que les uns et les autres veulent avoir. Donc, imaginez maintenant qu'on a une variation de taux sur, c'est une imaginaire, ce que je fais maintenant, évidemment, ce n'est pas comme ça, c'est juste pour vous donner un exemple. La totalité de la dette du monde, c'est 150 000 milliards. Imaginez que les taux moyens sur ces 150 000 milliards, c'était 2% il y a quelques années, et ça passe à 5% aujourd'hui. D'accord ? Et imaginons que ce sont toutes des obligations à 10 ans, dont il reste 8 ans à courir. Puisqu'il y a 2 ans, c'était 2%, et aujourd'hui, c'est 5%. Donc en 2 ans, les taux sont montés de 2 à 5. Entre-temps, évidemment, les obligations, elles existent déjà depuis 2 ans. Donc il reste une maturité, il reste une longueur à courir de 8 ans. Eh bien, si on calcule comme ça, la différence de 2 à 5% pendant 8 ans sur 150 000 milliards fait que, là, je vous fais grâce de la formule, c'est une formule assez compliquée, mais c'est tout à fait juste, eh bien, ces 150 000 milliards ne valent plus maintenant que 80,61% de leur valeur nominale. Autrement dit, c'est une perte de valeur de 29 000 milliards dans ce cas de figure-ci. Alors, j'ai fait le calcul pour la France. Voilà. Eh bien, en France, on a 4 000 milliards de dettes qui sont passées en moyenne de 3 à 5% et dont la maturité moyenne restante est de 8 ans. Donc, 4 000 milliards valent aujourd'hui en valeur de marché, vu que les taux ont augmenté, la valeur des obligations a baissé, eh bien, la valeur est de 87,07%. Ce qui veut dire que les obligations françaises ont, depuis 2 ans, perdu en moyenne 517,2 milliards d'euros de valeur de marché de portefeuille. Si je dis maintenant que sur ces 4 000 milliards, des assurances, imaginons, les assurances soient 100% investies dans des obligations françaises. D'accord ? Ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas exactement parce qu'il y a tellement de produits différents, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Si l'encours des assurances totales en France aujourd'hui, c'est 2 162 milliards d'euros. Ça veut dire que les Français ont mis pour 2 162 milliards de leur épargne dans de l'assurance vie. D'accord ? Bon. Et imaginons que cette assurance vie est 100% réinvestie dans des obligations françaises. Je répète, ce n'est pas le cas, c'est juste un exemple. Eh bien, ça donnerait une perte de valeur de 24% sur le portefeuille obligataire. 24%, c'est quoi ? Eh bien, c'est 517 par rapport à 4 milliards, c'est 24%, donc ça ferait 24% de perte, et auquel il faudrait ajouter la perte par inflation. Alors maintenant, quel est le pourcentage réel d'obligations françaises dans les portefeuilles d'assurance vie en France? Ben, l'estimation, c'est qu'on est pas loin de 60%. Donc 60% de 24%, ça fait combien ? Ça fait à peu près 14, ça fait 15%. Donc aujourd'hui, la valeur réelle des assurances vie aurait baissé de 15%, valeur de marché, par rapport il y a 2 ans. Et si vous ajoutez à ça 3% d'inflation qui court toujours, on est à 18% de perte. Si vous comprenez pourquoi je suis en train de vous dire depuis des années, arrêtez d'investir dans des assurances vie. C'est de la bêtise parce que ces assurances vie sont investies massivement dans des obligations françaises par obligation de la société d'assurance. C'est juste un calcul actuel. Ils sont obligés de le faire, non pas légalement, ils le font parce que c'est le moyen le plus sûr
à condition que l'assurance ne perde pas de sa valeur, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir assurer le capital à repayer à l'assuré au moment de l'échéance de l'assurance. Et de cette façon-là, eh bien, les assurances et surtout les fonds de pension sont en train de perdre un argent fou. Et on ne vous le dit absolument jamais, on dit simplement les retraités vont devoir faire un effort. Vous comprenez? Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Bon. Eh bien, je vais vous donner 2 exemples de crash obligataire. Le premier, le plus récent, 2022, au Royaume-Uni. Je parle maintenant spécifiquement des fonds de pension anglais. Comment fonctionne un fonds de pension? Ils savent l'âge de leurs futurs retraités. Par exemple, on va avoir 100 000 retraités à payer dans 15 ans, pour dire quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, en fonction de ça, ils achètent des obligations à maturité plus ou moins équivalente. Comme ça, j'ai les obligations, j'ai acheté, j'ai un capital assuré qui va me revenir dans 15 ans, et entre-temps, les obligations vont me donner un rendement et couvrir l'inflation, bien évidemment. Et les cotisations des gens qui vont être par-dessus vont rembourser mon investissement et vont aussi continuer à financer les mensualités que je vais devoir payer en tant que fonds de pension plus tard. Donc tout ça, c'est un calcul mathématique extrêmement complexe qu'on appelle de l'actuariat, mais c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Bon. Eh bien, les taux d'intérêt de 2008 à 2021 étaient très très bas, proches de zéro, et donc les assurants, les sociétés d'assurance et surtout les fonds de pension se sont dit oui, mais si je n'ai pas d'intérêt, si je ne reçois pas des petits sous qui sont les intérêts de la part de l'État, moi j'aurais un gros problème parce que d'ici 10 ans ou 15 ans, j'ai une inflation à du 2 ou du 3%, et donc je vais devoir compenser cette inflation pour mon assuré qui va toucher sa pension d'ici 15 ans. Donc j'ai besoin d'avoir des intérêts. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils n'avaient pas d'intérêt, ils se sont dit, eh bien, je vais acheter plus d'obligations qui vont quelque part être reconverties, si je peux le dire, intellectuellement en intérêts. Je vais acheter plus d'obligations avec de l'argent que je n'ai pas, donc je vais prendre des crédits. Donc elles sont adressées à des grandes banques en disant, donnez-moi un prêt de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Je vous signale que l'encours des fonds de pension en France, c'est plus de 2 900 milliards. Donc, un emprunt d'1 milliard, c'est tout à fait commun dans les fonds de pension. Bon, donc, donnez-moi 1 milliard et avec ça, je vais acheter des nouvelles obligations et je vais donc avoir plus d'argent grâce au capital que ce que je dois payer. Et ce plus d'argent va compenser l'inflation que je suis censé couvrir. Le problème, c'est qu'en 2022, les taux d'intérêt, donc les taux de crédit en Angleterre, sont passés de 0,1 à 4% en un an. Pourquoi? Parce que les obligations anglaises sont passées énormément. Et pourquoi ça? Parce que à cause du Brexit, l'économie anglaise s'est quelque peu effondrée. Les créanciers avaient moins confiance. Donc les taux payés par l'État anglais pour ces obligations a fortement augmenté. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, ça a un impact sur les taux directeurs de la Banque d'Angleterre, qui donc est passé de 0,1 à 4% en un an. Ce qui a fait quoi? Ce qui a fait que le portefeuille d'obligations des fonds de pension anglais a diminué de valeur de 39,2%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Presque 40% de perte de valeur. Et comme beaucoup de ces obligations étaient achetées à crédit, les banques ont dit oui, mais normalement, je vous donne 100 et vous me donnez en garantie une obligation qui vaut nominalement 100, mais la valeur du marché ne vaut plus 100 maintenant, puisque les taux sont beaucoup plus importants. Donc, vous devez me donner une garantie supplémentaire pour que je continue à vous accorder le crédit. Et qu'est-ce que les fonds de pension étaient obligés de faire? Eh bien, c'était de vendre des obligations qui étaient déjà à moins 39,2%. Eh bien, ils ont dû les vendre pour financer ce qu'on appelle des appels de marge. Donc, un appel de marge, c'est une augmentation des garanties demandées par les banques. Ce qui a fait quoi? Mais ça a entraîné, évidemment, encore plus de ventes
d'obligations, encore plus de baisse de prix des obligations. Donc ça a été un jeu de domino abominable et un cercle vicieux colossal qui a coûté à l'ensemble des fonds de pension anglais la bagatelle de 425 milliards de livres sterling en un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'accord? 24% des actifs des fonds de pension se sont évaporés uniquement par la baisse du prix des obligations. Et qu'est-ce que ça a fait, évidemment? Ça a fait un trou gigantesque. Les retraités anglais payent le prix encore et toujours, puisque c'est eux, en fin de compte, qui sont les gros dindons de la farce, puisque les retraites anglaises ont été diminuées de je ne sais combien de pourcents depuis 2022. C'est une véritable catastrophe. Et qu'est-ce que ça a fait comme titre? Eh bien, ça a fait des titres dans la presse anglaise d'environ 4-5 jours. En France, on n'en a absolument jamais parlé. Donc, c'est respect une affaire purement anglaise. Et pourquoi est-ce que les États ne veulent surtout pas que la presse en parle? Parce que les trous sont tellement gigantesques que ça risque de créer des troubles sociaux. Et évidemment, le meilleur moyen de ne pas créer des troubles sociaux, c'est de parler d'autre chose, de l'accident catastrophique qui s'est passé à tel endroit ou une personne qui a été poignardée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la personne poignardée, mais on ne met que ça en exergue et on ne parle pas de 425 milliards de pertes. C'est vous dire combien le marché obligataire est complètement noyauté par l'État, qui en plus ordonne à la presse de se taire par rapport à un certain nombre de choses. Deuxième exemple de crash obligataire, en 1994, dans le comté de Orange County, donc le comté Orange, Orange County en Californie, eh bien, sachez qu'aux États-Unis, toutes les institutions publiques, etc., ça ne fonctionne pas du tout comme chez nous. Les institutions publiques ont des revenus, elles peuvent lever un petit peu d'impôts, et donc elles mettent et ce sont en général des institutions qui doivent produire quelque chose, donc un revenu. C'est pas simplement des postes de dépenses, c'est aussi des postes de revenus. Et donc la majorité des institutions publiques, c'est-à-dire les écoles, les universités, les fonds de pension, etc., la police, toutes ces institutions ont confié leurs sous à un seul fonds qui a acheté des obligations de l'État américain à du 2% pendant des années et des années. Pourquoi? Eh bien parce que pendant à peu près 10 ans, les taux des obligations américaines sont restés fixes à 2%. Donc, tout le monde a dit, c'est génial, à 2%, c'est fantastique. Si je crée quelque chose qui rapporte du 3%, ben, j'ai intérêt à acheter à crédit des nouvelles obligations. Je paye 2%, ça me rapporte du 3% sur plusieurs milliards. Ça me fait pas mal de revenus quand même sur ce 1% de différence. Donc, au total, le comté Orange, donc un comté, c'est une association de communes, hein, c'est à peu près ça. Donc, le Orange County, c'est, je sais pas moi, ça doit être à peu près l'équivalent de la ville de Tours, quoi. Voilà, a investi là-dedans 25 milliards de dollars. En 1994, M. Alan Greenspan, qui était à l'époque directeur de la Fed, a venu voir, s'est dit l'inflation va arriver, c'est sûr et certain, il faut absolument prévenir l'inflation. Et il a fait passer les taux directeurs de la Fed de 2% à 5,5% en moins de 10 mois. Ça a été le massacre des obligations aux États-Unis, puisque les nouvelles obligations de l'État payaient entre 6,5 et 7,75% d'intérêt, alors qu'elles payaient que 2% avant. Et donc, tous les taux ont augmenté, évidemment, avec cela. Eh bien, ça a mis littéralement, parce qu'aux États-Unis c'est possible, en France, une ville ne peut pas faire faillite, elle existe toujours, mais Orange County a été déclaré en faillite avec un trou de 1,6 milliard de dollars qu'ils ont mis 23 ans à combler. 23 ans. 23 ans, ça veut dire qu'il y a 3000 personnes, 3000 fonctionnaires qui ont dû quitter le Orange County, des policiers, des médecins, des infirmières, des instituteurs, etc., ont dû quitter leur poste parce qu'ils étaient tout simplement plus capables de payer.
Aux États-Unis, ce massacre des obligations, ça a fait évaporer 1150 milliards de dollars. La presse américaine n'a parlé de ça qu'un seul jour. Un seul jour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne parle pas du marché obligataire, l'État tait tout ce qui se passe à propos du marché obligataire, mais le marché obligataire a une influence colossale, directe et indirecte, sur notre vie de tous les jours. Et ça, c'est très, très important. Et donc, quel est le crash obligataire qui va venir? Et maintenant, c'est pratiquement certain. Eh bien, vous vous souvenez qu'il y a 2 mois d'ici, je crois que c'est 2-3 mois, j'ai fait un live à propos du crash potentiel du Japon. Eh bien, c'est en train d'arriver. Je reprends, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je reprends le contexte. Le Japon, c'est le plus grand créditeur des États-Unis, puisque le Japon et le Japonais détiennent 1143 milliards de dettes des Américains et ont investi 1409 milliards de dollars dans des entreprises américaines. D'accord? C'est très, très important. Le taux des obligations du Japon à 10 ans, qui sont les taux, je dirais les taux standards, les taux de comparaison les plus utilisés, en 2022, les obligations japonaises rapportaient 0. En 2025, le 10 ans rapportait 2,92%, maintenant en 2026, donc 2,92%. Si je prends le même taux de 10 ans pour les obligations américaines, donc ce qu'on appelle les T-notes, d'accord, en 2022, les obligations rapportaient 1,5% en moyenne, et en 2026, en moyenne 4,7%. La conclusion ou la conséquence de tout ça, ça a été ce qu'on appelle le carry trade, c'est-à-dire que les Japonais empruntaient massivement des yens à 0%, on empruntait des milliards en yens, on transformait ces yens en dollars et on plaçait ces dollars dans du papier américain, c'est-à-dire des obligations américaines et des titres d'entreprises américaines, la bourse américaine, à gogo, parce que ça rapportait beaucoup plus. Et tous ces intérêts étaient rapatriés au Japon et finançaient les retraites. Alors, le yen, en conséquence, a baissé quelque chose d'épouvantable, parce que voilà, on a emprunté énormément de yens, donc plus il y a des yens dans la circulation, plus le taux la valeur du yen diminuait. Et à un certain moment, la Banque du Japon, l'année dernière, a dit, mais non, ça suffit, on arrête les frais, on va remonter les taux. Quelle est l'énorme crainte des États-Unis? C'est que si les taux japonais avoisinent les taux américains, c'est que les Japonais ne vont plus emprunter des yens pour mettre dans du dollar, ne vont plus investir ces dollars aux États-Unis et de la sorte vont créer le crash obligataire américain et la chute de Wall Street. Et je vais tout de suite y arriver pourquoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours maintenant? Eh bien, c'est que la banque américaine, la Fed, a dit à la Banque du Japon, qui avait annoncé une hausse de taux, stop, 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 s'il vous plaît, vous ne faites aucune hausse de taux, on va vous aider. Vous avez des obligations en portefeuille, très bien. Eh bien, donnez-les-nous, et ça servira de garantie à une valeur équivalente en dollars sonnants et trébuchants. Donc, au lieu de vous nous donner vos obligations, on va dire, je vais vous dire combien c'était, 85 milliards de dollars. Vous nous donnez pour 85 milliards de dollars d'obligations et nous, on vous imprime pour 85 milliards de dollars. Et avec ces 85 milliards, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez racheter du yen. Racheter du yen, ça veut dire quoi? Quand la Banque du Japon achète sa propre monnaie, elle diminue la quantité de monnaie parce que cette monnaie va dans le coffre, cette monnaie est détruite littéralement, et donc il y a moins de yens sur le marché, et quand il y a moins de yens, ça fait augmenter le prix. C'est toujours la loi de l'offre et la demande. Si l'offre en yens diminue, le prix du yen monte par rapport aux autres monnaies. Le problème, c'est que ça a marché, on est passé de 160 yens pour $1 le lundi il y a 15 jours
même pas, donc on est mercredi, donc il y a juste 10 jours, on est passé de 160 à 150 yens pour $1. 2 jours plus tard, on était redescendu à 159 yens pour $1. Donc ça a été véritablement une emplâtre sur une jambe de bois. Pourquoi? Parce que 85 milliards par rapport à 8 500 milliards d'investissements totaux pardon, qu'est-ce que je raconte? 3 500 milliards de titres américains détenus par les Japonais, c'est pratiquement rien du tout. Et 80 milliards par rapport à 40 000 milliards, eh ben c'est 0,5%, c'est donc absolument rien du tout. La raison pour laquelle les Américains ont fait ça, c'était évidemment de tenter d'éviter un crash obligataire mondial. D'accord? Je rappelle que la dette américaine est de 39,84 trilliards, donc 39 840, virtuellement 40 000 milliards de dollars de dette, et que les Américains sont aujourd'hui obligés de payer 1400 milliards d'intérêts chaque année sur leur dette, ce qui veut dire que chaque Américain, en réalité, porte une dette de 133 333 dollars exactement. Donc, cette opération-là a été une opération, en réalité, un échec monumental, mais ça va continuer parce que les États-Unis ne peuvent pas permettre au Japon de dumper pour je ne sais combien, 3 000 milliards de papier américain dans le marché. Ça ferait chuter le dollar de façon épouvantable, mais pire que ça va faire augmenter le taux d'intérêt que vont demander les futurs créanciers pour les futures émissions de dette américaine. Et là, c'est ici que je voudrais vous montrer quelque chose. Le taux de 10 ans aux États-Unis aujourd'hui est de 4,7%, ça représente 40% du total de la dette américaine. Donc, ça veut dire que les obligations à 10 ans représentent 40% du total de la dette américaine. Donc, ça veut dire 16 000 milliards sur les 40 000 milliards. Le taux à 10 ans de la banque japonaise est de 2,90%, venant de moins 1%. Et ça représente 30% de la dette totale japonaise. La différence, c'est quoi? Bien, si vous faites 4,7% moins 2,9%, ça fait 1,8%. Or, on sait que dès que la différence de taux entre les obligations des États-Unis et les obligations du Japon va être de 1,5% ou moins, les Japonais vont commencer à se dire « je ne dois plus courir le risque de change », parce qu'il ne faut jamais oublier que quand les Japonais achètent du dollar, ils portent le risque de change. Le dollar peut monter et descendre, et c'est les Japonais qui ont acheté ces dollars qui en portent évidemment la responsabilité de gérer ça. Donc, ils préfèrent de loin acheter du yen parce que c'est leur monnaie à eux, et même s'il y a une différence, si ça rapporte 1,5% de moins que les États-Unis, ce 1,5%, c'est la prime de risque sur le risque de change sur le dollar. Donc, ça veut dire que, au fait, ce que les États-Unis essayent de faire, c'est de maintenir la différence de taux entre le 10 ans américain et le 10 ans japonais à un taux supérieur à 1% et demi, parce que si c'est 1,50 ou moins, on sait que les Japonais vont arrêter net le carry trade, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter net d'investir dans l'économie américaine. Et combien est-ce que la population américaine investit chaque année dans les États-Unis? C'est 4 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10% de la dette. Donc, 4 000 milliards qui ne viendraient plus aux États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis, chaque fois qu'ils vont émettre une nouvelle obligation, eh bien, ils ne vont pas trouver d'acheteurs. Parce que 10% des acheteurs qui manquent, c'est colossal. Donc, ils ne vont pas trouver d'acheteurs. Donc, pour trouver les acheteurs, ils vont faire quoi? Ils vont devoir augmenter les taux d'intérêt de l'obligation américaine à 6, 7, 8%, ce qui est complètement impayable,
Parce que si on augmente à 6, 7, 8%, est-ce que vous imaginez ce que deviendra le paiement des intérêts de cette dette? Et Trump veut un taux bas pour relancer l'économie américaine. Donc ils sont dans une position absolument terriblement difficile. Parce que c'est le principe, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On imprime, la Fed imprime du dollar qu'il donne contre des obligations américaines qu'il donne au Japon pour que le Japon puisse soutenir le yen. Mais tous ces dollars, ils vont aller où? Ils vont retourner aux États-Unis. Donc c'est une inflation qui ne fait qu'augmenter. Et l'inflation elle-même aussi va exiger des taux plus importants de la part des créanciers, parce qu'ils vont dire, mais vous imprimez de l'argent à partir de rien pour quelque chose qui ne sert à rien. Et nous, on n'est pas destiné à soutenir l'économie japonaise, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est des intérêts corrects pour un risque devient de plus en plus énorme au niveau des États-Unis. Et donc, il faut comprendre que ces nouveaux dollars renforcent l'inflation, qui à leur tour va aussi provoquer des hausses de taux. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les États-Unis vont être confrontés à une hausse des taux où il faudra une solution miracle pour que tout d'un coup, la dette américaine se résorbe énormément. Et donc, quelle est la politique de Trump? La politique de Trump, c'est de faire baisser la valeur du dollar. Mais en faisant baisser la valeur du dollar, il règle partiellement le problème de sa dette, mais évidemment, il augmente aussi la possibilité d'exporter pour les produits américains. Mais par contre, toute l'importation des États-Unis devient de plus en plus chère. Or, il faut savoir que les Américains consomment, c'est le plus gros marché du monde entier. Pourquoi? Parce que le monde entier exporte aux États-Unis. Et donc, ça deviendra de plus en plus difficile pour nous, les Européens, d'exporter aux États-Unis. Ça deviendra de plus en plus difficile pour nous d'exporter en Chine. Et en plus de ça, notre cher Trump, il impose des droits de douane colossaux à certains produits. Donc, on ne comprend pas exactement où ça va en venir, mais tout le monde sait, et tout le monde serre les fesses pour l'instant, en disant, si les Japonais décident tout d'un coup de relever leur taux, malgré le fait que la banque américaine essaye par tous les moyens de les aider, eh bien, c'est le carry trade qui va s'arrêter. Et si le carry trade s'arrête ou même diminue de moitié, je vous garantis, mes amis, c'est l'effondrement du marché obligataire et donc l'effondrement du marché de la bourse. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde, quand je dis tout le monde, tous les gens un petit peu versés dans ce genre de matière, se dit on n'a plus du tout confiance dans le système monétaire fiat, et on se rend compte que les exigences de taux sur le 10 ans et même sur le moins de 10 ans vont commencer à approcher les 5%. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que la bourse américaine est surévaluée de façon épouvantable. Un jour, je vous ai fait un cours sur ce qu'on appelle le price earnings ratio, donc le ratio prix-dividende. Qu'est-ce que c'est que le ratio prix-dividende? Si j'ai une entreprise dont l'action vaut 100 et cette entreprise donne tous les ans un rendement de 5, eh bien, je dois attendre 20 ans pour que 5 fois 20 me rembourse les 100. Donc, ça veut dire que le prix entre le prix de l'action et le prix de la dividende, c'est un rapport de 1 à 20. Normalement, depuis la nuit des temps, on considère qu'un bon price ratio, un ratio normal et sain, doit se situer entre 17 et 23. Donc, ça veut dire qu'une entreprise, en 17 ans, rembourse son titre avec des dividendes, jusqu'à 23 ans, rembourse son titre. Aujourd'hui, le PE, donc le ratio prix-dividende des actions américaines, frise entre 40 et 68. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une action qui vaut 100 et que le dividende est tellement bas qu'il me faut 50 ans pour rembourser les 100, ça veut dire que mon rendement net est de 2. 2%, 2 fois 50 égale 100. Donc ça veut dire quoi? Comme l'argent va toujours là où il rapporte le plus, le moment où les obligations vont commencer à avoir des rendements supérieurs à ce que la bourse peut offrir,
les gens vont quitter la bourse pour acheter de nouvelles obligations. Les anciennes obligations vont se casser la gueule, le marché va se casser la gueule, et tout le monde voudra acheter des nouvelles obligations à 5% que l'État sera incapable de payer parce qu'il n'aura plus d'argent. Et donc, vous vous rendez bien compte, on est parti dans un scénario catastrophe. Je sais que je fais peur, mais je ne peux pas vous le dire autrement. C'est comme ça que c'est en train de se passer. Et donc, sachez que on risque très très fort, à partir du mois de septembre, octobre de cette année-ci, de tout d'un coup voir des crashs pas possibles. Il y a 63 banques américaines aujourd'hui qui sont au bord de la faillite, justement à cause de ce genre de choses-là. Eh bien, ça risque de créer un effet domino qui va entraîner le monde entier dans sa perte. Alors, qui seront les grandes victimes? Bien, évidemment, les sociétés qui sont bourrées d'obligations, donc les sociétés d'assurance, les fonds de pension, les banques et les fonds d'investissement, parce que toutes ces sociétés sont remplies d'obligations, 150 000 milliards, ça doit bien se placer quelque part. Bon. Et donc, par ricochet, les retraités, les épargnants, les entreprises qui ont placé leurs réserves de trésorerie dans des titres ou des obligations, des chômeurs, évidemment, par la réduction drastique de leurs droits, et bien évidemment la classe moyenne qui va devoir casquer en payant de plus en plus d'impôts. Donc, je vous signale, c'est ça qui se profile à l'horizon. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et qui seront les grands gagnants? Et ceux qui possèdent du métal argent, du métal or et ou des pierres précieuses. Ça, c'est tout à fait évident parce que tout le monde va se jeter sur les valeurs de réserve et les valeurs de réserve, eh bien, ce sont ces trois choses-là. Je vous montre ici la courbe sur 10 ans de l'évolution du cours de l'or qui, sur l'année dernière, est montée de façon stratosphérique, presque verticalement, et rechuté de 30%. Mais même en chutant de 30%, je vous signale qu'on est encore loin au-delà du prix qu'il y avait il y a 4-5 ans. Donc, nous, Claudie et moi, par exemple, on a commencé à mettre un petit peu d'argent dans de l'or en 2019, puis en 2020, en 2021. On se porte très très bien, je peux vous le garantir. Le prix de l'or aujourd'hui en euros est de l'ordre de 3 700 €. Eh bien, on sait que tout le monde est en train de prédire que le prix de l'or d'ici la fin de l'année devrait atteindre 5 200 à 5 700 €, soit une augmentation de 30 à 40%. Donc, on va revenir légèrement au-dessus de là, et puis l'année prochaine, ça va encore augmenter, ça c'est pratiquement certain. Donc, de l'or, pas de problème. L'argent, ça ira encore mieux, puisque ici, de nouveau, la courbe à 10 ans avec une pointe fulgurante, une verticalité encore plus grande en quelques mois que pour l'or, une chute de 50%, c'était plus fort que l'or. Aujourd'hui, l'once d'argent se négocie aux alentours de 57-60 € sur le marché, évidemment, des professionnels, hein, pas le marché vendu par des négociants. Mais on sait qu'on s'attend à ce que le prix soit de 100 à 150 € d'ici à la fin de l'année, soit une augmentation de 200 à 300%, donc x2 à x3 d'ici à la fin de l'année. Voilà, donc je vous dis, aujourd'hui, mettre son argent dans des assurances vie, il faut être complètement siphonné, quoi, je le dis très honnêtement. Voilà. Et puis enfin, les pierres précieuses, là c'est extraordinaire parce que les pierres précieuses, depuis que je suis les pierres précieuses, eh bien, vous voyez, la courbe est pratiquement plate. Ici, elle a un peu plus de volatilité, mais excessivement peu. C'est des volatilités de 0,1, 0,2, 0,5% maximum. D'accord? Ça hausse de 8 à 9%, pratiquement sans volatilité chaque année. Et de temps en temps, il y a des hausses fulgurantes comme ça. Et on s'attend, d'ici le printemps 2027, tout le monde dans le monde des pierres précieuses d'investissement dit on va avoir une augmentation de 25 à 30%. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se rend compte que depuis 2 ans, on ne trouve plus des pierres précieuses d'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre précieuse d'investissement? C'est un très gros caillou d'une pureté exceptionnelle qu'on taille, mais pas pour le mettre dans des bijoux, parce que c'est tellement gros que ça ne se met pas dans des bijoux. Ça a des valeurs beaucoup plus importantes que le diamant. Par exemple, ce qui a provoqué ici cette hausse ici en 2023,
donc dans le troisième trimestre 2023, eh bien, c'est un rubis, donc une pierre rouge comme ça, de 111 carats. 111 carats, il faut savoir qu'un carat, c'est 0,2 grammes. C'est pas énorme, 111 carats, ça fait 20 grammes, c'est presque rien, c'est une cuillère à sucre, d'accord? Eh bien, cette pierre-là a été vendue 38 millions de dollars, une seule pierre. Et ça a instantanément fait monter tous les portefeuilles de pierres précieuses dans le monde entier. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ces pierres précieuses, on ne les cherche pas, on les trouve par hasard. En fait, on a des mines où on cherche des pierres de bijouterie, donc des petites pierres, des pierres de bijouterie, et de temps en temps, il y a des très grosses pierres qui apparaissent, mais on les trouve par hasard. On ne cherche pas spécifiquement des pierres d'investissement. Ce qui fait que dans le monde entier, des pierres d'investissement représentent en termes de trouvailles entre 10 et 12 kilos maximum. Eh bien, depuis 2 ans maintenant, le poids de toutes ces pierres ensemble, de pierres d'une valeur importante et de ce qu'on appelle des pierres d'investissement, eh bien, on est passé de 10-12 kilos à 4 à 6 kilos. Ce qui veut dire que c'est la moitié de l'offre qui part et la demande explose. Donc, tout le monde, dans le monde des pierres précieuses, nous dit on s'attend à ce que printemps, entre fin de l'hiver, début du printemps 2027, on ait de nouveau une hausse de 30 à 40%, 25 à 30 en étant un petit peu pessimiste, de ces pierres. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'il peut faire beau et faire mauvais, et c'est la crise, c'est pas la crise. Les pierres précieuses augmentent de prix chaque année de 8 à 9% et sans coup férir. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ceux qui investissent dans des pierres précieuses aujourd'hui, par exemple des jeunes qui veulent avoir une retraite très confortable d'ici 20 ans, eh bien, ce serait très très bien qu'ils investissent dans des parts de pierres précieuses. Ils ne doivent pas acheter toute une pierre, hein. On vend des parts de pierres précieuses. Eh bien, ils investissent dans des parts de pierres précieuses. Ils gardent ça pendant 20 ans. Et d'ici 20 ans, eh bien, calculez ce que ça fait. 20 ans d'augmentation de 8 à 9% chaque année. Chaque année, c'est 8% et 8% de plus sur les 8% de l'année précédente. Donc, c'est ce qu'on appelle du compounding, hein, de l'intérêt composé. Ben, ça vous fait un formidable revenu, extraordinairement sécure, parce que on s'est rendu compte depuis la nuit des temps que la valeur de ces pierres ne baisse jamais, ça ne fait que augmenter sur le long terme. Donc voilà, ce sont les grands gagnants. Tous ceux qui possèdent ce genre de choses vont se tirer très très bien, parce que quand la crise frappera, je peux le garantir qu'elle fera très très mal. Donc je tiens à se terminer avec cette présentation en disant attention, je ne vous fais pas des conseils d'investissement, je vous dis une information, vous en faites ce que vous voulez, je n'ai aucun conseil à vous donner, mais sachez que voilà, étudiez vous-même ce que je suis en train de dire, allez chercher des informations partout, vous verrez que c'est cette information que je vous donne, elle est parfaitement correcte. Sur ce, je tiens à vous remercier de votre patience et de votre attention. J'ai été très très long, 1h25, désolé, mais je crois que ça valait la peine de faire une bonne présentation sur ce que c'était que les obligations et le marché des obligations. Et surtout, retenez une chose, quand les taux montent, ce qui est le cas aujourd'hui, le prix des obligations baisse et ça a un impact direct sur la valeur de votre portefeuille d'assurance vie, la valeur de votre portefeuille, donc la valeur de votre taux d'hypothèque, parce qu'on va passer bientôt à l'obligation de taux variable, et ça va avoir tout de suite un impact sur les taux des obligations, des prêts hypothécaires. Ça va avoir un impact sur tous les financements et tous les crédits que vous puissiez imaginer. Donc faites attention, suivez ça, je crois que ça vaut la peine. Merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée. Et ma flèche ne veut pas revenir, voilà quand même. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très très bientôt. Au revoir.